Bonjour à toutes et tous. Je suis Jeanne Lazarus, la doyenne du collège universitaire, et j'ai le grand plaisir d'inaugurer cette rentrée solennelle du campus de Paris. Madame la présidente de la Fondation Charles-Laurence, Monsieur le directeur de la stratégie et du développement, cher Sébastien, Madame la directrice de l'engagement, chère Kate, Madame la directrice du campus de Paris, chère Lamis, Madame la directrice exécutive du collège universitaire, chère Marie, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration de Sciences Po, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers amis de Sciences Po et chers partenaires, chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue à Sciences Po. Aujourd'hui, vous commencez une nouvelle étape de votre vie. Vous arrivez chacun avec vos histoires, vos parcours, vos passions. Vous êtes toutes et tous très différents, mais quelque chose vous rassemble. Vous êtes d'excellents étudiants. Vous avez passé une épreuve redoutablement difficile pour arriver dans cet amphithéâtre, et je vous en félicite. Mais vous n'êtes pas seulement brillants. Nous vous avons choisi parce que vous êtes intéressés par le monde qui vous entoure, par ses défis environnementaux, politiques, sociaux, par un monde en crise multiple et qui cherche des solutions pour se réparer. Et vous avez choisi de nous rejoindre. Nous en sommes très heureux. Vous allez découvrir, et je pense que vous avez déjà commencé à le faire depuis une semaine que vous êtes parmi nous, une communauté diverse, riche de ses cultures, de ses regards multiples. Ici, vous nourrez des amitiés qui dureront toute votre vie. Vous rencontrerez des camarades qui, chacun et chacune, ont leur parcours et leurs histoires diverses, qui viennent de pays, de cultures différentes. Et votre diversité est certainement l'une des plus grandes richesses de Sciences Po. Ici, vous rencontrerez des professeurs qui vous marqueront. Vous vivrez des expériences qui transformeront vos manières de voir le monde. Nous sommes une communauté. Cela ne veut pas dire que nous sommes toujours d'accord, mais cela veut dire que nous devons nous respecter les uns les autres. Se respecter, ça ne veut pas dire seulement faire l'effort d'accepter les divergences, même si c'est déjà une étape importante, mais c'est au-delà de ça être curieux des autres, chercher à comprendre leurs points de vue, leurs arguments, y compris lorsqu'ils sont très différents de ceux que vous auriez proposés. Se respecter, c'est aussi se remettre parfois en question, chercher à argumenter et toujours à apprendre davantage. Et c'est ce que vous trouverez dans nos enseignements. D'abord des connaissances, car l'analyse et la réflexion se nourrissent du savoir, mais aussi des raisonnements, la confrontation des idées. C'est ce que font les chercheurs et les chercheuses que vous aurez comme enseignants. Lorsque l'on fait de la recherche, on pose des questions, on enquête, on propose des réponses et des analyses, on les confronte aux autres. On utilise parfois les théories de nos prédécesseurs, on les fait évoluer, parfois on les conteste, et peut-être qu'un jour, elles seront remplacées par les nôtres, qui, à leur tour, seront peut-être un jour abandonnées. Et c'est comme cela que l'on avance, tous ensemble, avec l'idée que ce qui est vrai, convaincant, juste, à une époque donnée, dans un état des savoirs donnés et d'une société donnée, ne le sera peut-être plus avec un autre regard. Que ce regard naisse de la confrontation avec d'autres disciplines ou avec d'autres générations ou de nouvelles connaissances. Et c'est pour cela que l'interdisciplinarité du collège universitaire est si précieuse. En vous initiant aux façons de raisonner, de créer de la connaissance dans le droit, dans la science politique, en économie, en sociologie et en histoire, vous gagnerez la possibilité de vous échapper, de regarder de l'extérieur ce que vous apprenez et de mettre à l'épreuve vos certitudes. Mettre à l'épreuve ces certitudes est aussi une bonne façon d'apprendre le respect pour la pensée, car alors on s'aperçoit de la difficulté d'établir une pensée complexe et solide, convaincante pour les autres. Votre formation sera exigeante. Vous allez donc apprendre 5 disciplines, chacune étant une manière particulière de penser.
Nous voulons que vous les fassiez dialoguer, que vous appreniez à les utiliser pour vous questionner. Et d'une certaine façon, ce que nous vous offrons de plus précieux à Sciences Po, c'est de beaucoup vous demander. Vous allez bâtir ici un socle de savoir, de méthodes, qui vous servira toute votre vie, grâce auquel une infinité de possibilités s'ouvriront à vous. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est de profiter de tout ce que nous allons vous apprendre en travaillant beaucoup, en travaillant intensément. C'est comme ça que vous vous approprierez ce que vos professeurs ont à vous transmettre et que cela deviendra vos propres connaissances. Et au fond, ce que je vous souhaite pour ces années, c'est de l'intensité dans vos apprentissages, mais aussi dans vos rencontres, dans vos découvertes. L'intensité de la curiosité, de l'échange et du savoir vivant. Et dès ce matin, nous allons vous offrir un exemple de la richesse de vos années à Sciences Po, en ayant l'honneur d'accueillir le professeur Philippe Sands pour la leçon inaugurale du campus de Paris. Permettez-moi de le présenter, même si je n'ai hélas que très peu de temps, mais vous aurez la chance de l'entendre juste après. Philippe Sands est l'un des plus grands spécialistes des notions de crimes contre l'humanité et de génocide. Et pour résumer son apport, je me permets d'emprunter au titre de l'entretien qu'il a accordé hier au journal Le Monde. Philippe Sands travaille à construire un monde où les crimes des puissants ne peuvent plus rester impunis. Un monde où le droit international protège chacun et chacune. C'est dans cet esprit qu'il est notamment aujourd'hui avocat auprès de l'autorité palestinienne ou du tribunal spécial mis en place pour juger dans le futur Vladimir Poutine. Parmi les causes majeures que Philippe Sands défend, il faut également souligner son engagement pour l'environnement. Notre invité s'est en effet impliqué dans des différends relatifs à la pollution, aux droits de la mer ou encore aux frontières maritimes. Ce fut notamment le cas lorsqu'il représenta l'île Maurice devant la Cour internationale de justice de La Haye, afin de faire connaître l'injustice subie par l'archipel des Chagos. Son ouvrage « La dernière colonie », paru en 2022, retrace ce combat et les épreuves vécues par les Chagossiens. La méthode d'écriture de Philippe Sands est particulièrement efficace. Ses livres se lisent comme des enquêtes policières, précisément car il y relate son propre travail d'enquêteur. L'on y découvre des parcours humains et la construction progressive du droit. Il y restitue, par un travail narratif extrêmement minutieux, l'histoire des crimes commis, l'histoire des bourreaux et des institutions qui les ont rendus possibles, mais aussi l'histoire des personnes, des institutions qui ont œuvré à la création de nouvelles catégories juridiques, aux décisions qui en ont découlé. Mais Philippe Sands donne aussi la parole aux victimes, à leurs vies brisées, à leurs familles décimées, à leur culture détruite. Son œuvre littéraire croise aussi son récit familial. Et donc, dans les livres de Philippe Sands, on a à la fois un cours de droit, mais un cours d'histoire et un récit personnel, les trois étant entremêlés et en faisant des livres à la fois extrêmement pédagogiques et qui vous permettent de comprendre ce que c'est que le droit en action. Le travail de Philippe Sands montre combien le droit est le fruit de l'histoire. Il est le fruit des tragédies, mais il est aussi le fruit de rapports de force politiques et de la détermination acharnée d'hommes et de femmes qui décident de le faire progresser. Son livre peut-être le plus célèbre est « Retour à Lemberg », publié en 2016, qui a été couronné par de nombreux prix, et qui retrace l'histoire juridique des notions de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ces concepts furent portés par deux grands juristes, Raphaël Lemkin et Ernst Lauterpacht, tous deux originaires de Galicie et qui ont étudié dans la ville de Lemberg, aujourd'hui Lviv, ville ukrainienne. Cette ville, qui fut tour à tour autrichienne, polonaise, soviétique, est au carrefour de l'histoire européenne et encore aujourd'hui au centre de celle-ci. Elle est aussi au centre de l'histoire familiale de l'auteur. Je n'ai pas le temps de vous en dire davantage sur cet ouvrage, mais je ne peux que vous encourager à courir à la librairie
qui est en face de Sciences Po pour vous le procurer. Tout comme je vous encourage à vous procurer le livre qui sort cette semaine, et nous pouvons saluer la générosité de Philippe Sands de venir nous le présenter quasiment en avant-première, qui s'intitule « 38 rue de Londres ». Dans la continuité de son travail sur les crimes contre l'humanité et les procès criminels, ce livre pose la question de l'impunité. Alors je ne serai pas plus longue, chères étudiantes, chers étudiants, vous l'aurez compris, c'est une chance immense pour vous de commencer vos études supérieures en entendant un tel invité, et qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude à Philippe Sands pour l'honneur de sa présence ce matin et de vous céder la parole sans plus attendre. Merci, Madame la doyenne, pour cette introduction vraiment tout à fait, et trop même, généreuse. Et merci aux professeurs, aux étudiants, aux administrations qui sont venus aujourd'hui. Je suis vraiment très touché et honoré et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je connais un peu Sciences Po, j'ai enseigné ici une ou deux fois, mais il y a 10 ans exactement qu'une de nos 3 enfants, une fille, a commencé ses études ici à Sciences Po. Et ces années ont été pour elle vraiment très formatrices, non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan social, où elle s'est forgée des amitiés d'une très grande importance. Et c'est important, l'amitié. Elle a aussi un sens de l'humour et de l'ironie très britannique. Quand je lui ai dit que je venais ici pour donner cette conférence, elle m'a dit « Ah, comme le niveau a baissé en 10 ans, nous avons eu Robert Badinter, et eux, les pauvres, ils ont toi. » Cette occasion me rappelle mes débuts quand j'étais dans votre situation. C'était octobre 1979. J'étais étudiant à l'université de Cambridge, au collège de Corpus Christi. J'avais 18 ans. Et je m'apprêtais à entrer dans une nouvelle phase de ma vie. Le monde semblait peut-être un peu différent à l'époque. Il y avait une autre forme de guerre froide. Et à vrai dire, je ne savais pas du tout la direction que j'allais prendre. En repensant à cette période et la journée de présentation aujourd'hui, j'espère que vous me pardonnerez d'adopter un ton qui mêle, comme Madame la doyenne l'a indiqué, un aspect personnel et intellectuel. Car une chose que j'ai vraiment compris dans les dernières 40 ans, c'est la manière à laquelle personne ne m'avait vraiment préparé, le rôle du hasard, des personnes que l'on rencontre et avec lesquelles on s'engage, et la manière dont les inclinations personnelles peuvent faire une énorme différence dans les chemins que l'on finit par suivre. Ces années universitaires sont d'une vaste importance. Ils l'ont été pour moi, ils le seront pour vous, pour forger les intérêts que vous allez poursuivre plus tard dans vos vies. Ma vie juridique a commencé à l'âge de 18 ans. C'était 79, j'étais étudiant, comme j'ai mentionné. En fait, j'avais décidé d'étudier l'économie, mais j'ai rapidement changé de direction après 2 mois pour le droit. Franchement, je ne me souviens pas pourquoi, et je regrette toujours de ne pas avoir choisi l'histoire ou la littérature. Les cours de droit que j'avais suivis en première année étaient franchement épouvantables. Ils ne m'ont pas du tout enthousiasmé. Le droit foncier, le droit romain semblaient à 1000 lieues de ce qui m'intéressait. Mais c'est dans la 2e année que j'ai assisté à un cours de droit international public dispensé par le professeur Robbie Jennings, un homme doux, aux sourcils broussailleux, originaire de Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Il a parlé des Nations Unies, créées par une charte en 1945, à l'origine de l'ordre international moderne fondé sur des règles. Il a évoqué le célèbre procès de Nuremberg, la Déclaration universelle des droits de l'homme signée ici à Paris en 1948,
les nouvelles règles interdisant au pays de recourir à la force, l'idée du libre-échange et de la coopération économique. Et tout cela a fait un écho. Dans un monde profondément divisé entre l'Est et l'Ouest, et qui s'efforçait encore à comprendre ce qui signifiait la décolonisation, cela semblait être lié à ma vie d'enfant. Une mère née à Vienne, en Autriche, en 1938, qui s'est installée à Paris à l'âge de 1 an, en tant que réfugiée, puis a rencontré et épousé un Anglais. Des grands-parents qui vivaient rue de Maubeuge, à côté de la gare du Nord, et parlaient en allemand s'ils ne voulaient pas que moi et mon frère comprenions ce qu'ils disent. Je suis tombé complètement amoureux du droit international dès le début, immédiatement. Il offrait une passerelle, des histoires, des lieux exotiques et lointains, et de très curieux personnages, bons et mauvais, et permettait de demander des comptes aux puissants. Ça m'intéressait. J'ai poursuivi mes études pour obtenir un diplôme d'études supérieures, où mon principal professeur était un homme de forte corpulence, aux yeux pétillants. Il s'appelait Elie Lauterpacht. Il était chaleureux, paternel et intéressant. Non seulement il enseignait, mais il agissait. Il rédigeait des traités internationaux. Il plaidait des affaires devant la Cour internationale. Il conseillait des pays. J'ai obtenu mon diplôme à l'été de 1983, très inspiré. Mon grand-père, Léon Buchholz, est venu de Paris pour assister à la cérémonie à Cambridge. Et puis nous nous sommes réunis dans le jardin d'une maison de Cranmer Road. Il a rencontré Lauterpacht et sa mère, Rachel, la veuve de Hersch Lauterpacht, mentionnée par la doyenne. Il m'a apporté un cadeau, un dictionnaire en droit anglais-français. Et je l'ai gardé, je l'ai toujours. En préparant cette conférence, j'ai re-regardé ce texte, et à l'intérieur, j'ai trouvé un petit morceau de papier que mon grand-père m'avait envoyé. C'était une annonce du journal Le Figaro pour un emploi dans le domaine du droit international. C'était pour lui un geste d'encouragement. À cette époque, j'étais tombé amoureux d'une Américaine, une scientifique, qui m'invitait à la suivre aux États-Unis, à Cambridge, Massachusetts. J'ai inventé une histoire pour mes parents et j'ai suivi mon cœur. Le seul conseil professionnel que j'ai donné à nos 3 enfants, c'est toujours de suivre leurs instincts, y compris leur cœur, et se diriger vers ce qui les passionne vraiment. C'est mon avis principal dans ce domaine. Nous avons vécu, cette Américaine et moi, ensemble, dans un petit appartement sur Plimpton Street, au-dessus de la Grolier Poetry Bookshop, à Harvard Square. J'étais fauché, mais heureux. C'était une aventure. Ayant besoin d'argent, je suis allé au fac de droit de Harvard pour voir si je pouvais trouver un universitaire à la recherche d'un assistant. J'ai rencontré un jeune professeur, David Kennedy, qui avait besoin de quelqu'un pour l'aider à rédiger ses notes de bas de page. J'avais 23 ans. C'était parfait. $6 par heure. Ça me paraissait une fortune. Et plus tard, j'ai complété ce salaire par un travail à mi-temps à la Banque de Boston. Au printemps 1984, une lettre est arrivée de Cambridge, une belle enveloppe bleue, mon nom écrit à la machine. Elle émanait de Elie Lauterpacht de Cambridge. Il était en train de créer un nouveau centre de droit international à Cambridge. Voulais-je poser ma candidature pour un poste de jeune chercheur? Avec un sentiment d'espoir plutôt que d'attente, j'ai répondu positivement, j'ai envoyé la lettre et j'ai attendu. Les miracles, de temps en temps, se produisent. J'ai obtenu le poste à Cambridge. J'ai été nommé chercheur au nouveau centre avec un salaire considérable
de 5 000 € par an. J'avais des chambres et j'avais droit à 3 repas par jour. J'ai travaillé comme assistant avec Ellie Lauterpacht sur un projet concernant des litiges impliquant des entreprises qui avaient investi dans des pays lointains et qui s'étaient retrouvées victimes d'expropriation. Il s'agissait d'affaires concernant des chemins de fer et de compagnies pétrolières en Afrique, en Amérique latine et ailleurs. Ma vie en droit international a commencé en 1985 avec l'affaire du Delagoa Bay Railway Company, une ligne de chemin de fer entre Maputo, au Mozambique, et Pretoria, en Afrique du Sud. Cela semblait incroyablement exotique. Ellie Lauterpacht m'a permis même d'enseigner un peu avec lui, de le remplacer pendant ses absences. J'avais 24 ans et je ne savais franchement presque rien. En tant que jeune enseignant, je partage avec vous, j'ai rapidement compris que comme professeur, on ne connaît qu'environ 10% de ce que vous, les étudiants, pensent que l'on sait. 2 ans après le début de ma nouvelle vie, un événement s'est produit dans un endroit lointain, connu à l'époque sous le nom d'Union des républiques socialistes soviétiques. Ça n'existe plus, au moins dans cette forme. C'était le 26 avril 1986. Nous avons alors appris qu'une explosion s'était produite dans une centrale nucléaire située dans une ville qui s'appelait Tchernobyl, dans la République de l'Ukraine. De dangereux radionucléides ont été projetés partout en Europe, mais pas en France. C'était une question de vent et de nuages et ce genre de trucs. Mais une chose a entraîné une autre. Quelques mois plus tard, je présentais un document sur Tchernobyl et le droit international. C'était lors d'une conférence à Washington, organisée par un groupe de réflexion dirigé par un monsieur Walter Annenberg, l'un des meilleurs amis du président Ronald Reagan. J'ai constaté qu'il y avait peu d'écrits sur la protection internationale de l'environnement. La conférence est devenue un article, l'article est devenu un livre, et le livre est devenu la suite de ma vie. C'était mon premier livre. Les mots et les écrits, comme j'ai appris, peuvent avoir des conséquences. Le livre a attiré l'attention d'un ONG qui s'appelait Greenpeace International, très controversé en France aux années 80. L'organisation avait besoin de quelqu'un pour l'aider à participer aux négociations de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne sur un nouveau régime juridique visant à prévenir les accidents nucléaires. Greenpeace a pensé que la présence d'un jeune universitaire de Cambridge dans leur délégation pourrait leur permettre d'être acceptés comme ONG participants. C'est ce qui s'est passé. En partie parce que Ellie Lauterpacht connaissait un monsieur qui s'appelait Hans Blix, le chef au moment de l'AIEA, qui allait plus tard devenir très célèbre dans la période précédant la guerre d'Irak en 2003. À ce moment-là, j'avais obtenu mon diplôme d'avocat et mon travail pour Greenpeace a donc été un premier briefing, une première rencontre avec la négociation d'un traité. C'est aussi la première fois que j'ai visité Vienne, la ville natale de ma mère. Et je m'intéresse aux questions environnementales depuis Tchernobyl. Je suis en train d'écrire un nouveau livre sur l'écocide. En 1993, j'ai écrit un deuxième livre sur les principes du droit international de l'environnement. Aujourd'hui, une 5e édition est en préparation. C'est exactement à cette époque qu'un nouveau président français, M. Jacques Chirac, a décidé qu'il serait judicieux de reprendre les essais nucléaires dans le Pacifique. Entre-temps, mon travail à l'AIEA et le nouveau livre m'avaient emmené à travailler davantage sur l'environnement. Et avec 3 collègues, nous avons créé une nouvelle ONG
le Center for International Environmental Law, le Centre pour le droit international de l'environnement. Nous avons obtenu une subvention pour aider les petits pays insulaires à négocier la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'était 89-90, ce sujet n'existait pas du tout dans le domaine international. On était tout au devant du système qui vient d'être créé depuis. J'ai assisté à la conférence de Rio sur l'environnement et le développement, où j'ai pu, parce que j'étais un des 4 membres de la délégation de la Sainte-Lucie qui était permis aux chefs d'État de participer au High Level Summit, de passer 2 jours avec des gens comme François Mitterrand, George H.W. Bush et même Fidel Castro pour aller les parler, les serrer les mains, un peu comme ça. J'avais à peine 30 ans, tout à fait fascinant. Mais j'étais le conseil d'un groupe de petits États insulaires du Pacifique et des îles du Caraïbe. Ils m'ont ensuite chargé de comparaître en leur nom devant la Cour internationale de justice de La Haye dans 2 affaires concernant les essais et l'utilisation d'armes nucléaires. Et ce fut mon introduction au contentieux international de justice de La Haye dans 2 affaires. C'est également à ce moment-là que j'ai compris, en tant que double national, mère française et père britannique, à quel point les cultures fonctionnent selon des principes très différents. En tant qu'avocat anglais, où l'on accorde une très grande importance à l'indépendance totale, j'ai souvent agi contre le Royaume-Uni, sans aucune conséquence. Alors que lorsque j'ai défendu les îles Pacifiques contre les essais nucléaires français, on m'a rapidement fait comprendre qu'un Français ne plaide jamais contre les intérêts de son propre pays. Pour être clair, je ne dis pas qu'une approche est meilleure que l'autre, mais simplement qu'elles sont différentes et que la différence est quelque chose que chacun d'entre vous apprendra à accepter et à gérer de vos propres moyens. Satisfait de ce travail, les États insulaires du Pacifique m'ont demandé de rejoindre leur équipe chargée de négocier le statut de la Cour pénale internationale. On était maintenant 98. C'était plus de 50 ans après le procès de Nuremberg. Les négociations se sont déroulées à Rome et mon ami Andrew et moi-même, lui aussi un professeur à l'université, mais lui à Genève, moi à Londres, avons été chargés de rédiger le préambule du traité. Nous avons pris plaisir à le faire en insérant nos idées personnelles, en supposant que les grandes puissances supprimeraient de nombreux mots que nous avons écrits et introduits dans le texte. Mais ils ne l'ont jamais fait. Lorsque le statut a été signé en juillet 1998, le préambule comprenait la ligne suivante. Rappelons qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux. C'étaient des mots entièrement sans présenter, inventés par 2 jeunes universitaires qui ont devenu de cette façon une partie du système international. Et donc, ainsi, après à peu près une décennie consacrée un peu par accident, à cause de l'accident à Tchernobyl, à l'environnement, j'ai développé un nouvel intérêt pour le droit pénal international. Le moment était intéressant. C'est une façon de vous expliquer que là, assis aujourd'hui, impossible d'imaginer la direction que vous allez vraiment prendre dans les années qui viennent. C'est un peu pour ça que je vous explique cette histoire. Peu après Rome, le général Pinochet, Augusto Pinochet, a été arrêté à Londres, accusé de crimes contre l'humanité et de génocide pour être extradé vers l'Espagne. 2 semaines plus tard, alors que j'étais ici à Paris pour assister aux funérailles de mon grand-père au cimetière de Pantin, les avocats de Pinochet m'ont contacté pour agir en son nom afin de faire vouloir
qu'en tant qu'ancien chef d'État, il était à l'abri de la juridiction des tribunaux anglais, qu'il avait une immunité absolue. J'étais maintenant jeune marié. La mère de ma femme était une réfugiée de la guerre civile espagnole, du côté républicain. Elle m'a dit très clairement que si je travaillais pour Pinochet, elle divorcerait. J'ai donc décliné l'invitation, on est toujours mariés, 25 ans plus tard, et je n'ai pas argumenté pour Pinochet. Je pensais que c'était fini. Mais 3 jours plus tard, Human Rights Watch, un autre ONG, a pris contact et m'ont demandé de travailler contre M. Pinochet. J'ai demandé l'avis de ma femme, thumbs up. Et plus tard dans le procès, j'ai travaillé pour le gouvernement belge. Il n'est sans doute pas inutile de préciser pour la suite des événements, l'aspect plutôt littéraire, que du côté paternel, ma femme était issue d'une grande famille littéraire. Son grand-père, Jacques Chiffrine, était le fondateur des éditions de la Pléiade. Il habitait tout près d'ici, à 5 rue de l'Université. Et la père de mon épouse était l'éditeur renommé André Chiffrine. Dans cette famille, il fallait que, comme on dit en anglais, je up my game, que j'améliore le jeu que je joue. Et c'est comme ça que j'ai pris une nouvelle direction, à trouver un aspect peut-être un peu plus littéraire dans les écrits juridiques dont j'ai travaillé. Là encore, une chose en a entraîné une autre. J'ai travaillé sur des dossiers concernant la Yougoslavie, le Guantanamo, la Libye, le Rwanda et bien d'autres choses encore. Et j'ai publié un livre en 2005 sur l'illégalité de la guerre en Irak, Lawless World, un monde sans droit. C'était la première fois que j'ai écrit pour des lecteurs et des lectrices du grand public, pas seulement de la vie universitaire ou du droit. Et avec ce livre, je me suis trouvé plongé dans des affaires de génocide et de crimes contre l'humanité. L'implication dans des affaires de génocide et de crimes contre l'humanité, par exemple la Croatie contre la Serbie devant la Cour internationale de justice, a suscité des invitations complètement inattendues. En tant que professeur à l'Université de Londres, en avril 2010, la faculté de droit de l'Université de Lviv, en Ukraine, m'a invité à venir donner une conférence sur les affaires de crimes contre l'humanité et de génocide dans lesquelles j'avais été impliqué. Pour être honnête, je n'avais jamais entendu parler de cette ville de Lviv ou de son université. Mais j'ai rapidement compris que Lviv était aussi Lwów en polonais, Léopolis en italien et Lemberg en allemand. C'est le même lieu. C'était un seul et même endroit. Et Lemberg était la ville natale de mon grand-père. J'ai donc accepté l'invitation, non pas tant pour donner une conférence, je dois le dire, mais pour trouver la maison où mon grand-père était né. Je l'ai trouvée dans la rue Cheptytsky, toujours intacte. C'était vraiment une question d'identité. Je voulais savoir qui était mon grand-père. Il n'avait jamais parlé de cet aspect de son passé, et c'était une façon de mieux comprendre ma propre identité. En préparant le voyage et la conférence, j'ai découvert, complètement par accident, que l'homme qui a inventé le mot génocide en 1945 avait étudié à l'université de Lviv. Il s'appelait Raphaël Lemkin. Et un peu plus tard, j'ai appris que l'homme qui a inventé le terme juridique de crime contre l'humanité avait également étudié à l'université de Lviv. Quelle coïncidence! Il s'appelait Hersch Lauterpacht. Il se trouvait qu'il était le père de Eli, mon professeur, mon mentor, qui a fait démarrer ma vie en droit international. Une grande coïncidence. Et j'ai ensuite appris que Hersch Lauterpacht était né dans la petite ville de Jolkiev,
à environ 25 km au nord de Lviv, tout comme la mère de mon grand-père, mon arrière-grand-mère, Amalia Flashner. Curieusement, ils sont nés dans la même rue, Lembergerstrasse, que le grand écrivain autrichien Joseph Roth aurait connu sous le nom de East-West Street. J'ai découvert que Lauterpacht et Lemkin avaient poursuivi Hans Frank, l'ancien avocat de Adolf Hitler dans la période 1928 jusqu'à 1933, dans la salle d'audience 600 à Nuremberg, et que Frank et Lauterpacht avaient fait face aux difficultés de ce célèbre procès en écoutant ou en imaginant qu'ils écoutaient, dans le cas de Hans Frank, la Passion selon Matthieu de Johann Sebastian Bach. Comme vous pouvez imaginer, Elli Lauterpacht a été énormément surpris lorsque je lui ai parlé de notre lien inattendu avec une rue d'une petite ville de l'ouest de l'Ukraine. Le livre que j'ai écrit, dont la doyenne a fait mention, a le titre en anglais « East-West Street », en français « Retour à Lemberg ». À peu près au même moment où j'ai reçu l'invitation à visiter Lviv, un jour de printemps, alors que j'étais avec mon frère dans la station de ski d'Avoriez, assis sur un télésiège, mon téléphone portable a sonné. Quand on a commencé, on n'avait pas de téléphone portable, ça c'était déjà plus récent. Dans ce genre d'endroit, j'avais tendance à ne pas répondre à mon téléphone, très peur de le laisser tomber du télésiège. Mais le code international inconnu m'a intrigué. Plus 230. C'était le bureau du Premier ministre de l'île Maurice. Étais-je disponible pour lui parler? Oui. Il m'a parlé d'un endroit qui s'appelait l'archipel des Chagos, dont je ne savais strictement rien. Un groupe de 58 îles parquées au milieu de l'océan Indien, découvert au XVIe siècle par les Portugais, qui a ensuite fait partie de la colonie française de l'île de France, puis, après 1814 et le traité de Paris, de la colonie britannique de l'île Maurice. Les îles de l'archipel de Chagos sont ainsi restées jusqu'en 1965, date à laquelle, face à la volonté d'indépendance des Mauriciens, Londres a décidé de séparer les îles de Maurice et de créer une nouvelle colonie britannique sous le nom du British Indian Ocean Territory, territoire britannique de l'océan Indien. C'est la dernière colonie créée par les Britanniques et jusqu'à présent, ça va bientôt terminer, la dernière colonie britannique en Afrique. Les Britanniques ont aussi décidé de déporter de force l'ensemble, la totalité de la population chagossienne. L'une de ces îles, Diego Garcia, a été donnée aux Américains pour qu'ils y établissent une base militaire. Et c'est là qu'ont décollé en mars 2003 les avions qui ont bombardé l'Irak, dans le cadre d'une guerre manifestement illégale, comme je l'ai décrit dans mon livre « Lawless World ». En fait, le Premier ministre m'a dit que c'est en lisant ce livre, « Lawless World », Un monde sans droit, qu'il a décidé qu'il voulait que je travaille avec eux contre le gouvernement britannique. Il voulait quelqu'un indépendant qui était prêt à critiquer son propre gouvernement, ou un de ses propres gouvernements, dans des pages écrites. En écrivant Lawless World, je dois dire, j'avais pensé que ma carrière de juriste sera vite terminée quand j'écris un livre qui est si critique, mais ça a eu absolument l'effet inverse. Plus tard, il s'est apparu que la base de Diego Garcia, au Chagos, était impliquée dans les vols qui transportaient des détenus vers des lieux de torture. La presse négative a poussé le gouvernement britannique à agir. En 2009, il annonce son intention de créer une zone marine protégée autour de l'ensemble de l'archipel des Chagos, à l'exception de la base américaine de Diego Garcia, à l'intérieur de laquelle toute
activité humaine serait interdite. C'est une façon d'utiliser l'environnement pour faire une sorte de greenwash de sa politique internationale. Et cette décision a été très largement saluée, y compris par mes amis qui travaillaient pour les ONG, dont j'en ai déjà mentionné certains. Mais les salutations ont duré pas très longtemps. C'est l'arrivée de Wikileaks qui a tout changé. Parmi les centaines de milliers de documents, l'un d'entre eux indiquait que l'un des avantages de la zone marine protégée était que les Chagossiens qui souhaitaient encore rentrer chez eux ne pourraient plus le faire, jamais. Le gouvernement mauricien est indigné. Le Premier ministre demande « Seriez-vous prêts à nous aider à récupérer les îles qui nous ont été illégalement enlevées et à permettre aux Chagossiens de rentrer chez eux ?» Et c'est ainsi qu'a commencé une nouvelle orientation, l'héritage du colonialisme. Une chose entraînant encore une fois une autre. Une première affaire pour l'île Maurice contre le Royaume-Uni en vertu de la Convention sur le droit de la mer, puis une deuxième affaire devant la Cour internationale de justice à La Haye, et puis une troisième à Hambourg devant le Tribunal international du droit de la mer. La justice prend du temps, dira-t-on, mais elle arrive parfois à bon port. Les tribunaux ont donné raison à l'île Maurice. Sa décolonisation reste incomplète. L'île Maurice a la souveraineté sur les Chagos et les Britanniques doivent partir immédiatement. Il y a quelques mois, des négociations dont j'ai participé ont été entamées entre les deux pays afin de résoudre la question sur la base du droit international. Et au mois de mai, un traité a été signé entre le Royaume-Uni et le Maurice pour respecter la décision de la Cour internationale de justice. Bientôt, quand le traité rentre en vigueur, on peut imaginer que la décolonisation de l'île Maurice sera achevée et la dernière colonie britannique en Afrique déposera le drapeau, le fin d'une ère coloniale en Afrique pour les Britanniques, qui a commencé en 1787, lorsque la Grande-Bretagne a acquis sa première colonie en Afrique, un endroit qui s'appelle de nos jours Sierra Leone. Mon parcours m'a donc beaucoup appris. Vous êtes tout au début, et au même stade, je n'aurais jamais imaginé finir là où je suis aujourd'hui ou de raconter cette histoire avec vous. En 1983, j'ai simplement suivi mon cœur, une histoire de femme. Et cela m'a ouvert des portes complètement inattendues, avec une histoire personnelle et familiale qui a clairement influencé les choix que j'ai faits et qui m'ont conduit vers les causes qui me motivent fortement. Ces thèmes se reflètent dans le dernier ouvrage qui a été publié il y a 2 jours ici en France. Il a déjà été publié en espagnol et en anglais et en allemand il y a 3 ou 4 mois, qui ouvre de nouvelles perspectives en mêlant droit et littérature, essai et fiction. 38 rue de Londres est le 3e volet de la trilogie Lviv. Il raconte une double histoire. D'une part, l'arrestation à Londres d'Augusto Pinochet. D'autre part, l'amitié secrète entre le dictateur chilien et un ancien nazi en fuite, Walter Rauff, qui s'était réfugié à Punta Arenas, en Patagonie, pour échapper à des accusations de génocide et de crimes contre l'humanité. Le thème central de ce livre est l'impunité. Il n'y a rien de nouveau ni, pour parler franchement, originel à ce sujet. En 1576, le philosophe et juriste français Jean Bodin exprimait déjà l'opinion suivante, et je cite, « Il n'y a point d'occasion plus grande, ni de cause plus proche
des troubles que l'impunité qu'on donne aux méchants. » Fin de citation. Il a fallu plus de 3 siècles pour que les choses commencent à changer, comme ce fut le cas lors de la préparation du procès de Nuremberg en 1945. Le justice Robert Jackson, en congé de la Cour suprême pour exercer les fonctions de procureur dans ce célèbre procès, avait déclaré que la doctrine obsolète de l'immunité des leaders nazis ne s'appliquerait pas aux accusés. Il s'agit, il a écrit au président Truman, d'une relique de la doctrine du droit divin des rois, incompatible avec la position adoptée par les États-Unis à l'égard de leurs propres fonctionnaires. Nous n'acceptons pas le paradoxe, écrit Jackson au président Truman, selon lequel la responsabilité juridique devrait être la plus faible là où le pouvoir est le plus grand. Cette approche a inspiré des décennies de pratiques internationales. L'immunité a été exclue pour les anciens chefs d'État et de gouvernement pour les crimes commis, par exemple, en ex-Yougoslavie et au Rwanda, ainsi que par le statut de la Cour pénale internationale. Et ce principe a également été appliqué par les tribunaux nationaux, notamment pour la première fois, c'était aussi un moment révolutionnaire, dans le cas très médiatisé de Augusto Pinochet, arrêté à Londres, comme vous le savez, en octobre 1998 pour génocide, torture et disparition forcée. Le général s'était opposé à son extradition vers l'Espagne, invoquant une immunité absolue, au motif que les faits qui lui étaient reprochés relevaient de l'exercice de ses fonctions officielles en tant que chef de l'État chilien. La Chambre des Lords, la plus haute juridiction britannique en droit, a rejeté cette demande. L'immunité était incompatible avec le droit international applicable, dit les juges. Cet arrêt, rendu en mars 1999, alors assez récemment, était sans précédent, s'inscrivant dans la droite ligne des principes de Nuremberg. Le jugement a ouvert de nouvelles portes. C'est exactement les mêmes principes qui ont inspiré la Cour de cassation à Paris, le mois dernier, à statuer que l'ancien président Assad de Syrie ne pouvait invoquer l'immunité devant les tribunaux français pour des allégations de torture. Et ces principes ont inspiré d'autres développements. Récemment, une quarantaine d'États européens ont convenu de créer un nouveau tribunal pénal international pour juger les crimes d'agression commis par la Russie contre l'Ukraine. Une décision qui a été annoncée dans la ville de Lviv pour honorer l'Autopact et Lemkin. Les juges de la Cour internationale de justice examinent actuellement des plaintes pour génocide concernant, par exemple, le Myanmar et les Rohingyas et l'Israël pour Gaza, ainsi que pour torture concernant la Syrie. Des dizaines d'États du monde entier ont récemment saisi 3 tribunaux internationaux pour des affaires relatives aux obligations juridiques internationales en matière de changement climatique. Mais on doit reconnaître qu'il existe de nos jours également une autre tendance, un mouvement de rejet de l'idée d'un droit international et de la responsabilité internationale, un retour vers les années 30. La Chine, par exemple, a sanctionné des avocats britanniques qui ont soutenu que ce pays avait commis des crimes internationaux dans le traitement réservé aux membres de la population ouïghour. La Russie a sanctionné de nombreuses personnes en lien avec la guerre actuelle en Ukraine. Moi, je fais partie de ces personnes visées par Moscou et M. Poutine
pour avoir plaidé en faveur de la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression. Et l'administration américaine actuelle a adopté des sanctions à l'encontre des procureurs, des juges et d'autres personnes associées à l'inculpation de Benjamin Netanyahu, Premier ministre d'Israël, par la Cour pénale internationale. De la même manière, les juges américains pourraient également viser ce qu'ils considèrent comme l'utilisation du droit pénal à des fins politiques. En juillet 2024, dans une affaire concernant une mise en accusation pénale de l'ex-président Trump pour avoir tenté de renverser les résultats de l'élection de 2020, la Cour suprême des États-Unis a statué qu'un ancien président américain a le droit de revendiquer l'immunité dans des procédures pénales liées à sa conduite officielle. 6 des 9 juges de la Cour suprême ont estimé qu'un ancien président bénéficie d'une immunité absolue en ce qui concerne ses fonctions constitutionnelles essentielles. Ils mentionnent le commandement des forces armées et les responsabilités importantes en matière de relations étrangères, telles que le renseignement et la lutte contre le terrorisme. Pour tous les autres actes officiels, écrit le Chief Justice de la Cour suprême, John Roberts, il y aura une immunité présumée, à moins qu'il ne soit établi que l'absence d'immunité ne présente aucun risque d'atteinte à l'autorité et aux fonctions du pouvoir exécutif. Cet arrêt de la Cour suprême a fait l'objet d'une forte dissidence de 3 juges et a suscité une attention et des critiques considérables, notamment de la part de constitutionnalistes de tous bords politiques aux États-Unis. Beaucoup y voient un chèque en blanc donné au président, le plaçant au-dessus de la loi, une décision qui semble davantage motivée par la crainte que le droit pénal soit utilisé à des fins politiques que par l'autorité du texte ou de la jurisprudence. Personnellement, moi j'étais très frappé, particulièrement frappé, par le fait que la Cour suprême n'ait pas prévu de réserve pour les crimes internationaux commis sur le territoire national ou à l'étranger. Apparemment, si un président américain commet des actes de torture, de génocide ou de disparition forcée, dans le cadre de ses fonctions officielles, il peut invoquer l'immunité, même après avoir quitté ses fonctions et obtenir gain de cause. La Cour, il faut le dire, a laissé ouverte la question des paramètres précis de l'approche qu'elle a prise, une approche très large. Ce jugement récent de la Cour suprême a des implications énormes au-delà des États-Unis, notamment pour le système de règles qui a vu le jour en 1945, lors de la création du tribunal Nuremberg. Le récent arrêt de la Cour suprême rejette l'approche adoptée par Robert Jackson, par les États-Unis, par la France et par beaucoup d'autres pays en 1945. Il reflète un changement de paradigme par rapport à la pensée de cette période d'il y a 80 ans, qui avait conduit le monde à statuer que certains crimes sont si terribles qu'aucune personne, pas même un ancien chef d'État, ne peut prétendre à l'immunité. Et donc, je ne me fais pas d'illusions sur l'état du droit international ou les questions de justice ou l'avenir des droits de l'homme. Aujourd'hui, alors que la Russie occupe une grande partie de l'Ukraine et commet des terribles crimes, y compris le crime d'agression, et à la suite des terribles attaques et crimes du 7 octobre dans le sud d'Israël et la prise d'otages, et les terribles attaques et crimes contre les civils qui continuent aujourd'hui, et alors que le Soudan et autres pays implosent, et alors que le changement climatique menace d'aggraver les ravages, que faut-il faire ? Le tournant
de 1945 a été extrêmement important, voire révolutionnaire. Pour la première fois, le droit international a reconnu que le pouvoir de l'État sur ses citoyens, sur les individus, sur les groupes, n'était pas absolu en droit international. Moi, j'ai eu la chance de naître dans ce monde, de travailler dans ce monde. J'ai eu le privilège de pouvoir contribuer aux droits des individus et des groupes, à l'idée d'autodétermination, au principe d'intégrité territoriale, à l'utilisation du droit international pour protéger la nature. À bien des égards, ces efforts disparaître se sont récemment rejoints puisque je travaille avec d'autres personnes pour promouvoir l'adoption d'un nouveau crime international, un 5 crime, celui d'écocide. Peu de temps après que la Cour mondiale de la Haye a rendu son arrêt sur l'illégalité de l'occupation britannique de l'archipel des Chagos, c'était en février 2019, j'ai été impliqué dans une autre affaire devant la Cour. C'était l'affaire pour la Gambie contre le Myanmar sur les allégations de génocide contre la communauté musulmane des Rohingyas. Peu avant une audience à la Cour internationale de justice en décembre 2019, j'ai participé à un panel à Washington aux côtés de Thomas Bergenthal, l'ancien juge américain à la Cour internationale de justice. Des décennies plus tôt, alors qu'il était âgé de 10 ans, il avait été confié aux soins d'un médecin nommé Joseph Mengele, dans un lieu qui s'appelait Auschwitz, une histoire qu'il a racontée dans son merveilleux livre « A Lucky Child », l'enfant de la chance. L'audience à La Haye portait sur l'affaire opposant la Gambie au Myanmar et une demande de mesures provisoires visant à mettre un terme au génocide des Rohingyas. Pouvez-vous imaginer, Tom m'a dit, qu'en 1944, il y ait eu un traité stipulant qu'il était interdit de traiter les gens, les enfants, comme moi, et d'autres qui l'ont été à Auschwitz. Que se serait-il passé s'il y avait eu une cour internationale de juges à laquelle les pays auraient pu s'adresser? Ou s'il y avait eu un pays lointain qui aurait saisi cette cour sur la base de ce traité et demandé aux juges d'ordonner que les crimes dont j'ai été victime, c'est Tom Bergenthal qui parle, cessent. Il n'y avait pas de convention, il n'y avait pas de tribunal, il n'y avait pas d'État qui pouvait faire ça en 1943-1944. Une semaine plus tard, en décembre 2019, j'ai assisté à l'audience à La Haye devant la Cour internationale de justice. L'agente de Myanmar, c'était Aung San Suu Kyi, le lauréat du prix Nobel. J'étais assis à côté d'elle. Elle comparaissait pour le Myanmar. Je n'ai pas pu être d'accord avec beaucoup de choses qu'elle a dit ce jour-là, mais il y a une phrase qu'elle a prononcée qui m'est restée en mémoire. Le droit international pourrait bien être notre seul système de valeurs mondiales, a-t-elle déclaré au juge. Et c'est ce qui s'est passé. Les 17 juges de La Haye ont agi ensemble et de manière décisive. Ils ont adopté une ordonnance de mesures provisoires de grande portée, assortie d'exigences sans précédent en matière de rapport. À Cox's Bazar, au Bangladesh, des centaines, des milliers de réfugiés rohingyas se sont levés et ont brandi des pancartes portant 3 mots. Merci, la Gambie. C'est donc peut-être le cas. Notre droit international n'est peut-être pas grand-chose, comme notre système de justice. Mais pour reprendre les mots d'une grande écrivaine canadienne, Madeleine Thien, et le titre de son livre, « Ne dites pas que nous n'avons rien ». J'ai pu vraiment
apprécié ces sentiments très récemment, samedi dernier, lorsque j'ai eu l'honneur d'être invité à une audience privée avec le pape Léon XIV, en tant que membre de la délégation du groupe des réfugiés des Chagos de Maurice. Ils avaient été invités à Rome pour marquer la récente signature d'un traité entre Maurice et le Royaume-Uni reconnaissant les faits de la décision de la Cour internationale de justice de février 2019, selon laquelle Maurice a la souveraineté sur l'archipel des Chagos et les Chagossiens ont le droit de retourner sur les îles dont ils ont été expulsés de force il y a plus de 50 ans. Le pape s'est exprimé avec notre petit groupe, on n'était qu'une quinzaine, avec une vraie force. Ça m'a étonné. Je cite. « Je me félicite, a-t-il dit, que le dialogue et le respect des décisions du droit international aient pu finalement réparer une grave injustice. Je salue la détermination du peuple chagossien et en particulier celle des femmes dans la revendication pacifique des droits. » Il a poursuivi, il a parlé en français pour les Chagossiens qui parlent le créole, qui s'approxime un peu au français. C'était très mouvant. Il continue. La perspective renouvelée de votre retour dans votre archipel natal est un signe encourageant et à force de symbole sur la scène internationale. Tous les peuples, même les plus petits et les plus faibles, doivent être respectés par les puissants dans leur identité et dans leurs droits. En particulier, le droit de vivre sur leur terre et personne ne peut les contraindre à un exil forcé. On a tous compris ce que le pape était en train de dire. Nous avons donc un droit international qui offre un moyen de raconter des histoires. Nous avons un droit international qui, de temps en temps, offre une lueur d'espoir. Nous avons un droit international qui offre parfois des moments de justice. Ces choses ne sont pas insignifiantes. Et c'est à vous et à votre génération qu'il appartiendra de décider si vous souhaitez avancer, faire avancer ces idées, et si oui, comment, ou si vous souhaitez adhérer à l'idée défendue par certains, selon laquelle nous vivons désormais dans un monde post-règle. Je ne partage pas ce point de vue, mais je reconnais qu'une lutte nous attend, qu'une lutte vous attend, et que chacun d'entre vous, avec votre esprit indépendant, devra décider de la voie à suivre. Et vous l'avez fait, comme l'a indiqué la doyenne, avec respect, avec intégrité et avec une indépendance d'esprit. En attendant, pour être un peu positif, j'ai compris que la justice est un long combat. En tant que jeune chercheur, j'avais 23 ans, j'ai eu la chance de passer du temps avec un très célèbre professeur histoire du droit anglais, professeur Sir John Baker. Il m'invitait de temps en temps déjeuner avec lui. Il me demandait sur quoi je travaillais. Et je lui répondais, je travaille sur ça, tel ou tel sujet, ou un autre sujet. Il me regardait, il caressait sa petite barbe, il disait, ah oui, nous avons eu un problème similaire dans le droit anglais en 1475 et il a fallu 300 ans pour le résoudre et s'en sortir. Je vous souhaite à tous bonne chance, bonnes études et j'espère vous voir.
Merci beaucoup, cher Philippe Sands. Nous avons un peu de temps pour des questions. Donc, vous avez 2 micros, un dans chaque allée, et je pense qu'un micro circule à l'étage. Donc, merci pour les personnes qui sont en bas de vous approcher des micros, et celles qui sont en haut de vous signaler si vous souhaitez prendre la parole. Et n'ayez pas peur, vraiment, je suis anglo-saxon, très relax. Je sais qu'il y a plein de sujets qui vous intéressent. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Déjà des questions en haut. Oui, bonjour, Monsieur Sands. J'avais une question relative à justement cette fin de l'impunité. Beaucoup d'analystes se mettent d'accord que le bafouement du droit international est parce que ces règles sont non contraignantes pour plein de pays et parce que beaucoup de nations ne reconnaissent pas ces instances. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion pour rendre les décisions de la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale vraiment contraignantes pour que leur application soit réelle? Philippe, est-ce que vous souhaitez qu'on prenne plusieurs questions ou est-ce que... Oui. On va peut-être prendre... Merci beaucoup pour votre question, elle est notée. On va peut-être en prendre d'autres parce que je vois déjà une file en haut. Et puis on répondra à plusieurs questions par la suite. Allez-y, je vois des personnes en haut. Bonjour Monsieur Sand, merci beaucoup pour cette leçon inaugurale. J'avais une question à vous poser. Cet été, la Cour internationale de justice a ouvert la voie à des contentieux internationaux sur le climat, en reconnaissant notamment que le fait qu'un État n'agisse pas suffisamment pour protéger le système climatique peut engager légalement sa responsabilité. Est-ce que vous pensez que cet avis il pourrait permettre de lutter réellement contre l'impunité de certains États dans la crise climatique? Merci. S'il y a d'autres questions, alors on a bien entendu les bonjours. N'hésitez pas à vous présenter aussi. Rappelez-vous la règle qu'on vous a donnée là. Dès le premier jour, vous vous présentez aussi, parce que vous connaissez Monsieur Sands, il ne vous connaît pas, mais avoir un prénom, c'est toujours agréable. On vous écoute. Donc la troisième question en haut, et puis on voit qu'il y en a en bas aussi. Bonjour monsieur, je m'appelle Sacha Ancet de Roquefeuille. J'avais une question pour vous qui porte sur un sujet très spécifique de votre discours, et c'était la question de l'écocide. Et j'avais envie de savoir, donc, dans ce monde qui est en pleine transformation et très marqué par les événements climatiques, pourquoi vous, personnellement, vous défendiez ce crime d'écocide, ce 5e grand crime qui pourrait être à la Cour pénale internationale, et quels sont les obstacles, peut-être des obstacles étatiques, à l'élaboration de ce nouveau crime? Merci beaucoup. Bonjour monsieur, je m'appelle Elliot Danet. Dans le documentaire The Act of Killing de Joshua Oppenheimer, dans lequel on suit des bourreaux de centaines de communistes dans les années 60 en Indonésie, Joshua Oppenheimer demande à un des bourreaux s'il a peur de se retrouver un jour devant le tribunal de La Haye, et il répond qu'il n'a absolument pas peur parce qu'il ne se sent pas coupable, parce que les Occidentaux ont aussi participé à ces crimes et qu'il sait que ces Occidentaux ne seront pas condamnés et qu'il ne se sent pas coupable parce que ces Occidentaux devraient d'abord être condamnés au même titre que lui devrait être condamné en fait. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte d'hypocrisie des Occidentaux qui crée une hostilité des autres pays et des gens qui devraient être condamnés? Je pense qu'on a déjà Excellente question. Vous pouvez vous asseoir. Merci tous pour vos questions. Il y aura peut-être d'autres. Alors, je vais peut-être prendre un peu dans l'ordre. D'abord, en ce qui concerne les jugements de la Cour internationale de justice, en fait, c'est assez intéressant. Moi, j'ai participé dans une quarantaine d'affaires, et dans la plupart d'affaires, 99%, les États ont suivi les décisions de la Cour. Ce n'est pas le cas que les décisions, les jugements ne sont pas suivis. Il y a des exemples, bien sûr, surtout là ce qu'on vit en ce moment avec ce qui se passe au Gaza et les mesures conservatoires de la Cour internationale qui ont été ordonnées il y a un an. Là, je parle au niveau personnel. C'est clair qu'il y a un problème de la non-suite de ce que la Cour a ordonné.
et c'est très regrettable. Mais pour la plupart, les États, en fait, suivent ce que la Cour internationale de justice dit. Et j'ai cité un peu l'exemple des îles Chagos, parce que c'est un exemple, pour moi, symboliquement très important, où un des 5 pays membres permanents de la Conseil de sécurité, le Royaume-Uni, décide, ça a pris un petit moment, de suivre l'avis consultatif de la Cour internationale de justice en disant vous devez quitter votre occupation illégale d'une partie de l'île Maurice, d'une partie de l'Afrique. En fait, pour expliquer comment ça marche, comme ça vous comprenez, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice est arrivé en février 2019. Et la réaction immédiate le gouvernement britannique était de dire c'est pas contraignant, c'est seulement un avis consultatif, nous n'allons pas le suivre. Et pendant 2 ans et demi, 3 ans presque, c'était la position prise. Mais tout a changé en février 2022 avec la guerre qui a commencé contre l'Ukraine par la Russie. Vous allez vous poser la question, quel est le lien entre ces 2 situations? Comment est-ce que c'est connecté? Je vous explique. Les Britanniques, les Américains voulaient absolument que les pays africains soutiennent une coalition contre l'Ukraine pour l'occupation illégale de la Russie d'une partie du territoire ukrainien, le Donbass, etc. Et ils ont visité plein de présidents, premiers ministres, ministres des Affaires étrangères. Et il y a un ambassadeur de l'Afrique du Sud qui m'a raconté un peu ce qui s'est passé. Le ministre britannique est venu envers l'Afrique du Sud et les Africains du Sud ont dit « Attendez, il faut voir si on comprend bien ce qui se passe ici. Vous, qui êtes en occupation illégale d'une partie de l'Afrique, des îles de Chagos, que la Cour internationale a déterminé est une occupation illégale, demande à nous de vous soutenir pour mettre à fin une autre occupation illégale. On ne pense pas, les mots qu'il a utilisés, c'est « fuck off ». On va vous faire foutre, on n'accepte pas ça. Et les Britanniques ont compris, ça revient à la 4e question, je reviendrai, au double standard. Et en fait, ça, c'est ce qui a causé le gouvernement britannique en septembre 2022 de changer de direction. Parce qu'ils ne pouvaient pas soutenir la thèse qu'ils avaient envers l'Ukraine et en même temps continuer à l'occupation illégale d'une partie de l'île Maurice et d'Afrique. Et donc, ils ont changé de direction et un traité finalement a été signé là, il y a 2-3 mois. Alors, c'est comme ça que les choses changent. Mais en principe, la plupart des règles de droit international, il y a une adhésion quasi totale. Moi, quand je fais un voyage international en train, j'ai calculé entre Avignon, Marseille et le Pays-Bas, La Haye, j'arrive à faire ce voyage en train à cause de 17 conventions ou traités internationaux qui me permettent de voyager comme ça sans problème. Il y a des problèmes avec certaines règles en droit international, utilisation de force, droits de l'homme, guerre, etc. Mais pour la plupart, 99% marche très bien. Et c'est pour ça que je dis, on n'est pas dans une période d'après-règles en droit international. La plupart des règles marchent très très bien. 2 questions sur l'environnement. Et ça, c'est fascinant pour moi. En fait, je repartirai avec la 2e question d'abord. Pourquoi est-ce que je m'intéresse sur l'écocide? En fait, ce qui s'est passé, comme j'ai décrit... Excusez-moi, Monsieur Sand, on vous entend pas en haut, je suis désolé de vous interrompre. Ok, je vais essayer de parler... c'est mieux? Oui, merci beaucoup. Désolé. Pourquoi est-ce que je me suis jeté dans cette direction de écocide? J'ai expliqué un peu que quand j'étais tout jeune, 23, 24, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'environnement à cause de ce qui s'est passé à Tchernobyl.
C'était très simple, tout a été déclenché dans la direction que j'ai prise à cause de ça. Après, j'ai changé de direction un peu. Et en 2020, un ONG qui s'appelle Stop Ecocide, Arrêtez l'écocide, a pris contact avec moi et m'ont demandé d'assumer la coprésidence d'un groupe de travail international pour élaborer une définition sur un nouveau 5e crime international d'écocide. De nos temps, il y a 4 crimes internationaux dans le statut de la Cour pénale internationale. Crime d'agression, guerre illégale, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Tous ces 4 crimes visent la protection de l'être humain. Il y a un trou dans le système. Le système ne vise pas du tout protection de l'environnement. Et Stop Ecocide, qui est une organisation qui travaille depuis déjà une décennie d'années, a repris des travaux qui a commencé aux années 60 déjà avec l'écocide, qui a commencé avec la guerre en Vietnam. Alors, on me demande si je suis prêt à assumer la coprésidence. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé depuis longtemps dans le droit de l'environnement au niveau international et parce que je suis spécialiste en droit international pénal, crime contre l'humanité, crime de génocide, etc. Et c'est une façon de mettre les deux choses ensemble. Alors j'ai dit oui, avec une juriste sénégalaise, on était une groupe de 12, et en 2022, on a adopté, la groupe à l'unanimité, une définition qui est maintenant la base des efforts d'un amendement du statut de la Cour pénale internationale pour intégrer la protection de l'environnement et l'écocide. Une chose qui m'intéresse, c'est sur les 4 questions, 2 sont sur l'environnement. Et quand un journal britannique, le Guardian, en novembre 2020, a écrit un article sur l'effort de ce groupe de travail, c'est le seul moment, nous avons 3 enfants, aujourd'hui 30 ans, 28 ans, 25 ans, alors c'était il y a 5 ans, vous pouvez calculer l'âge, c'est la seule fois que tous mes 3 enfants m'écrivent un message en WhatsApp et ils disent « Ah, finally dad, you're doing something useful. » Finalement, tu fais quelque chose d'utile. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et ça m'a encouragé absolument à prendre cette direction et je vais continuer jusqu'à terme à travailler dans cette direction. Alors c'était personnel dans le sens où j'avais travaillé il y a 40 ans, déjà après Tchernobyl, et que j'ai des enfants qui sont intéressés dans tout ça, mais aussi au niveau personnel, il y a évidemment un trou dans le système international. Nous avons un système qui est totalement anthropocentrique et on a besoin de changer ça, c'est clair, ça me paraît clair. En ce qui concerne la décision récente par avis consultatif de la Cour internationale de justice, l'avis consultatif va beaucoup plus loin que j'imaginais. Je craignais vraiment une situation équivalente de 1996, quand j'ai plaidé pour le Samoa, les îles Salomon, le Micronésie, les îles Maréchal, contre toutes les puissances nucléaires. Bon, c'était la première affaire que j'ai faite à la Cour avec des collègues belges et une Française très courageuse, Laurence Boisson de Chazourne. Nous avons plaidé pour l'illégalité de toute utilisation d'armes nucléaires. Et la Cour a adopté une approche vraiment, à mon avis, absolument catastrophique. La Cour a dit oui, en principe, toute utilisation d'armes nucléaires est illégale en droit international, sauf si le survie de l'État est en cause. C'est une ouverture épouvantable. Et qu'est-ce que dit M. Poutine, il y a 1 an et demi, au moment que les pays occidentaux disent qu'ils vont aider l'Ukraine à reprendre la Crimée? M. Poutine dit, dans ces circonstances, le survie de l'État est mis en cause,
j'ai droit à tout faire. C'est ce que la Cour internationale de justice a dit. Alors, dans ce contexte de cette expérience il y a 30 ans, je craignais vraiment ce qu'allait faire la Cour internationale de justice, mais finalement, ils sont allés très loin, à l'unanimité, et c'est très important, mais l'aspect le plus important de cet avis consultatif, c'était qu'ils ont dit non seulement vous avez des obligations conventionnelles, c'est-à-dire qui découlent des conventions, des traités, des accords que vous avez faits, mais vous avez des obligations équivalentes en droit coutumier. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Ils ont dit ça parce que les États-Unis viennent de se retirer de tous les accords, et c'est une façon de dire à M. Trump, vous pouvez quitter tous ces accords, mais ça ne change rien sur vos obligations au niveau de droit international et vos responsabilités. Alors c'est un avis consultatif que je salue, et surtout c'est un avis qui a été poussé par les jeunes des îles Pacifiques, des îles Caraïbes, des étudiants comme vous, un peu partout dans le monde, et qui va avoir, je pense, un effet encore plus important au niveau de droit interne, parce que ça ouvre la porte aux tribunaux nationaux à courir avec les idées qui ont été prises. Quatrième question, hypocrisie, double standard, absolument. Tout État a des doubles standards. Je n'ai jamais rencontré un État qui n'a pas de double standard, mais c'est clair que dans le système de droit international, il y a une approche qui dit à peu près par les Occidentaux, le droit international, c'est pour les autres. Je peux vous donner un exemple très récent. J'étais participant avec l'Ukraine dans la négociation d'un statut pour un tribunal spécial sur crimes d'agression. Et nous avons évoqué la question de l'immunité de chef d'État, l'immunité de M. Poutine. Alors, pour des raisons tout à fait compréhensibles, M. Zelensky, président de l'Ukraine, voulait absolument un tribunal qui pouvait exercer sa compétence sur le chef d'État pendant qu'il est en place. Mais les grandes puissances ont dit non, absolument pas. Royaume-Uni, États-Unis, France, Allemagne, une ligne rouge. Pourquoi une ligne rouge? Parce qu'ils ont compris, et ils l'ont dit en privé, mais pas ouvertement, qu'une fois qu'on crée un tribunal spécial pour agression contre un pays qui est membre permanent de la Conseil de sécurité des Nations Unies, on peut le faire sur un autre. On peut le faire contre nous pour la guerre en Irak. On peut le faire contre nous pour ce qu'on est en train de faire en Afrique. On peut le faire contre nous. Et ils ont dit, ça, on n'accepte pas. Alors finalement, le consensus, l'accord était pour enlever l'immunité seulement pour un leader après qu'il a perdu sa place. Mais on le voit encore plus clairement si on prend par exemple les inculpations de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, son procureur, commence par inculper M. Poutine. Pour moi, c'était une erreur de le faire ouvertement. Ils auront dû le faire en secret, parce que ça a créé un backlash épouvantable. Mais bon, ils l'ont fait pour crime contre l'humanité, pour la déportation des enfants d'Ukraine en Russie. Ça, c'était en 2023, mars-avril à peu près. Octobre 2023, on sait ce qui se passe en Israël avec les attaques. Cour pénale internationale à compétence, et Cour pénale internationale ouvre des investigations non seulement sur les crimes commis le 7 octobre, mais aussi sur les crimes commis en Palestine, en Gaza, après le 7 octobre. Et pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils peuvent faire ça parce qu'ils ont compétence sur les crimes qui sont commis sur le territoire de la Palestine, parce que la Palestine est devenue membre de la Cour pénale internationale. Mais ni la Russie, ni l'Israël sont membres de la Cour pénale internationale. Alors ces deux pays disent, vous ne pouvez pas exercer compétence sur nous parce que nous n'avons pas accepté ce traité, ce statut. En fait, ça ne marche pas exactement comme ça. Et voyons
le comportement des États-Unis. Le Sénat des États-Unis vote 100-0 pour saluer la décision de la Cour pénale internationale de lancer une investigation et inculpation en Russie. Qu'est-ce qui se passe quand la Cour pénale internationale lance une investigation et inculpation contre le Premier ministre, le ministre de la Défense d'Israël? Ah non, ce n'est pas faisable, l'Israël n'est pas parti au statut, on n'accepte pas du tout, on va sanctionner toute personne qui est participant dans cette décision. Impossible de réconcilier ces deux décisions. La Russie n'est pas partie, l'Israël n'est pas parti. Alors, où on prend une position qui est consistante, on dit oui à tous les deux, on dit non à tous les deux, on ne peut pas choisir pour un oui, pour l'autre non. Mais les doubles standards sont partout. Alors, il y a la Russie, je suis très proche à l'Ukraine, qui bombarde mes amis à Kiev et à Lviv, qui bombarde les civils tous les jours. Hier soir, une vingtaine de personnes, des civils qui sont tués à Kiev. Alors, bombardement des civils par les Russes, ça se passe des centaines de fois tous les jours. Mais la Russie se plaigne contre les attaques de l'Israël contre les civils en Palestine, en Gaza. Bien sûr, il ne faut pas attaquer les civils, mais quelle force morale de la Russie d'attaquer un autre pays qui attaque les civils quand elle-même fait la même chose? Et l'Afrique du Sud, qui ouvre un procès contre l'Israël pour allégation de génocide, et au même moment, on reçoit le ministre des Affaires étrangères de la Russie comme visiteur honoré en Afrique du Sud. Alors, tous les pays ont des doubles standards, mais certains, comme a dit Orwell, all states are equal, but some are more equal than others. Tous les doubles standards sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Mais c'est partout, le double standard, et on doit le reconnaître, on doit le dire ouvertement. Ça, c'est très important. Merci pour ces réponses. Alors, vous êtes en haut, encore 3 ou 4 questions, on va voir au niveau du temps, parce que le temps passe vite. On vous écoute, vous êtes debout depuis un moment. Messieurs en haut. Bonjour, je m'appelle Abel. Moi, je voulais vous poser une question, parce qu'il y a un constat qui part aujourd'hui qui dit que le droit international, il semble un peu en crise et qu'il est décrédibilisé notamment par le rôle des Occidentaux et notamment des États-Unis. Et donc, il semble nous manquer un espèce d'élément déclencheur pour un peu que tout reparte et que tout se redevienne lié. Et on sait que l'élément déclencheur qui a jeté les bases du droit international il y a 70 ans, même 80 ans, c'était la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui trouver un autre élément déclencheur qui fera une prise de conscience générale, mais qui soit, j'espère, plus pacifique? Bonjour, je m'appelle Vassilina Domanska, je suis étudiante en monocursus. Je suis ukrainienne et donc c'était très intéressant pour moi pour voir, selon vous, combien de temps il faudra-t-il pour rendre la justice à l'Ukraine? Et d'après votre expérience, qu'est-ce que joue le plus grand rôle dans ces processus? C'est la volonté des États politiques ou c'est plutôt la persistance des civils, de la société civile? Merci. Bonjour Monsieur Sands, je m'appelle Elias. Vous avez évoqué tout à l'heure les sanctions prises par les États-Unis contre certains responsables des cours internationales. Du coup, je me demandais quel pouvait être, de manière générale, le poids des politiques sur l'indépendance des juridictions internationales. Bonjour, je m'appelle Lucie Le Marchand et j'avais une question à vous poser sur l'échelle à laquelle peut être rendue la justice. C'est-à-dire que vous nous parlez beaucoup de droit international, notamment à l'échelle onusienne, mais est-ce que vous pensez que des entités plutôt locales ou même régionales, comme ce qu'essaye de faire l'Union européenne, pourraient être compétentes dans ces domaines? Merci. Bonjour, je m'appelle Augustin Brunjvik. Quand on vous écoute et qu'on suit l'actualité, on a l'impression que les institutions internationales ont les moyens juridiques et pénaux de mener des actions,
mais que ce qui pêche, c'est surtout un manque de volonté des États. Donc ma double question, c'est comment faire adhérer à tous les pays, et notamment les pays les plus faibles, au droit international, comment les faire adhérer alors qu'ils ont l'impression que c'est les grandes puissances qui dictent leurs lois. Et ensuite, quels sont vos espoirs et comment donner plus de place à ce droit international s'il est uniquement dépendant des décisions des grandes puissances. Merci encore pour des questions absolument fabuleuses. Excusez-moi, en haut, on a encore okay, plusieurs questions, si ça ne vous dérange pas. Donc, bonjour Monsieur Sands, je m'appelle Stanislas Valak. Déjà, je tenais avant tout à vous remercier pour cette conférence qui fut d'une haute pertinence. Plus tôt, vous avez dit que les grandes puissances devaient respecter le droit des peuples plus vulnérables et les États plus faibles, et que le droit devait être au service de ce respect. Par conséquent, j'aimerais vous poser la question suivante. Selon vous, est-ce que le droit international est une lecture morale de la vie internationale ? On voit 2 personnes encore, on va prendre les 2 questions en haut, on va essayer d'y répondre, mais il nous restera que 20 minutes pour répondre à tout ça. Allez-y. Hi, Mr. Sands. An English person, thank God. I hear there are two British people in the audience. I wanted to ask a question in my native language, which is English. Non, mais il faut parler en français. It's easier for me in English. I wanted to ask you a question about Myanmar, because you have worked on Myanmar, you have met Mrs. Aung San Suu Kyi. And my question today is about the Rohingya people. Since 2021, a civil war has started in Myanmar against the Tatmadaw, which is the army in power, and against various rebel groups. My question is about how the situation has evolved for the Rohingya people, considering most of the Rakhine state today where they live is controlled by the Arakan army, which is an insurgent army, and considering that both these two groups, the army, the Tatmadaw, and the Arakan army, are deeply rooted against the Rohingya people. So my question is, how has the situation of Rohingya people evolved since the beginning of the civil war in Myanmar? Thank you. On a pris votre question en anglais, mais on y répondra probablement en français, on est d'accord. Merci. Bonjour monsieur, tout d'abord merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Marceau Lassu et j'aurai l'opportunité d'étudier proche de vous à UCL dans 2 ans. Ma question est la suivante. En 2024, dans le cadre du procès de Climate Signorin, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la Suisse a été coupable d'inaction climatique, cela représentant une violation des droits humains. Je voulais savoir si cette approche était faisable à une échelle plus large dans les cours européennes ainsi qu'internationales et votre avis sur ce sujet. Ok. 20 minutes, 8 questions. Je vais faire le mieux que je peux faire, organiser les pensées. Je pense que c'est évident que nous avons une crise en ce moment. On a 3 des grands pays, la Russie, les États-Unis, la Chine, qui sont partants pour une sorte à la carte droit international. Oui, on veut un peu de droit international ici, mais on ne le veut pas dans d'autres domaines. Et vous avez posé la question, comment recréer ce moment d'espoir en 1945, par exemple. Et là, je dois dire, je suis plutôt pas optimiste. Si on va à l'arrière et on regarde un peu les grands moments dans l'élaboration d'un système de droit international, on comprend que les grands moments suivent toujours une certaine crise. 1815, 1848, 1918, 1945. Et c'est clair, à mon avis, que le système créé en 1945 doit évoluer pour reprendre les situations présentes. Par exemple, je sais,
s'il y a quelqu'un ici de le Quai d'Orsay, ils ne vont pas être très contents de ce que je vais dire, mais c'est clair que c'est absurde en 2025 que le Royaume-Uni et la France sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y en a aucun sens. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont plus grands, plus puissants, mais les États n'ont pas été capables d'introduire des amendements à la Charte des Nations Unies qu'il faut faire à l'unanimité pour changer la situation. Alors, on est dans une situation qu'on a une architecture de nos organisations internationales qui reflète la situation qui existait en 1945 et qui ne reflète pas les situations qui existent en 2025. Et les pays qui ont le pouvoir dans le système aujourd'hui, bien sûr, ils ne veulent pas relâcher ce pouvoir sans obtenir quelque chose d'autre. Alors, par négociation, je ne vois pas vraiment comment ça va se faire. Et si on regarde l'histoire dans le passé, c'est les moments de crise qui sont suivis par une destruction et par après une reconstruction du système. Et je pense qu'on prend un peu cette direction en ce moment. Le système n'est simplement plus capable de gérer le monde tel qu'il est. Et je pense que pour beaucoup qui observent ce qui se passe en ce moment dans le monde, on a l'impression qu'il y a une sorte de désintégration qui a lieu. Alors je crains beaucoup que pour votre génération, c'est votre génération qui sera dans la situation, l'aspect positif c'est de reconstruction, mais avant une reconstruction, il y a une destruction. Et moi je ne vois pas comment on peut créer une sorte de reset du système international par négociation. Ça ne sera pas comme ça sera autrement. Et ça veut dire, en effet, la grande possibilité d'armes-conflit. Et il y en a qui pensent que c'est ce qui se passe en ce moment dans le Moyen-Orient, entre l'Ukraine et la Russie, et que ça risque vraiment de s'élargir. Mais moi, je ne vois pas facilement une façon de changer les choses par négociation. On aurait cru peut-être que dans le domaine de l'environnement, où les scientifiques sont absolument clairs, quasiment à l'unanimité, que nous avons, et pour moi c'est le plus grand catastrophe de nos moments, c'est le changement climatique, qui va avoir des conséquences sur le mouvement des êtres humains, sur la famine, sur les guerres, à un niveau beaucoup plus élargi de ce qu'on a en ce moment au Moyen-Orient, ce qu'on a entre Ukraine et Russie. Et on aurait pensé dans ce contexte, il y aura des changements, mais le monde semble être incapable même de gérer ce problème. On voit ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Désolé pour être peu optimiste dans ce domaine. En ce qui concerne l'Ukraine, je pense que l'aspect le plus important, c'est l'équilibre entre paix et justice. On sait que la Russie a dit très clairement qu'une condition précédente pour les négociations envers la paix, c'est qu'on arrête avec tous ces demandes pour la justice devant la Cour pénale internationale, d'un tribunal spécial, les procès au niveau de droit interne. Mais pour l'Ukraine, c'est impossible. Les crimes qui ont été commis à Boutcha, à Mariupol, les crimes qui sont commis tous les jours, il faut avoir la justice. Et moi, je comprends de mon travail, si on parle simplement du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord, et vous avez la même situation en France avec l'Algérie, de simplement dire non, on ne va pas ouvrir la porte à la justice, on va faire semblant que ça ne s'est pas passé, on va fermer les yeux, on va essayer d'avancer. La vie n'est pas comme ça. Ça revient toujours à nous mordre sur les jambes si on ne trouve pas un moyen d'obtenir une sorte de justice. Mais il y a une flexibilité
sur la justice. Ça peut être des tribunaux internationaux, mais comme on a vu par exemple au Rwanda, c'était des systèmes de droit interne, des gacaca, où il y avait une justice très locale qui a eu lieu. Et on peut imaginer aussi, comme il y a eu en Afrique du Sud et au Chili, mais ça a moins bien marché au Chili, une sorte de truth and reconciliation, vérité et réconciliation, je ne sais pas comment dire en français, vérité et réconciliation. Pour moi, c'est très clair. Il n'y a pas de paix sans une sorte de justice. La question sera quelle justice, comment le faire, et ça c'est très très complexe. En ce qui concerne, il y avait une question sur la Cour pénale internationale. Regardez, moi quand j'étais étudiant de droit entre 79 et 83, en Angleterre, à Cambridge, les leçons qu'on a reçues en droit interne et en droit international, c'était qu'il y a le droit et il y a le politique, et les deux ne se touchent pas du tout. Ça, c'est comme ça qu'on a été appris. C'est seulement quand je suis parti aux États-Unis, j'ai passé 1 an à Harvard, j'ai écrit un peu comment je l'ai fait, qu'on a commencé à parler d'une façon complètement différente, que la politique et le droit sont absolument intermêlés. Et en fait, c'est ma perspective. Le droit et la politique ont une connexion énorme, on ne peut pas séparer les deux. Et si on veut comprendre ce qui se passe à la Cour pénale internationale, pourquoi il y a des inculpations de tel ou tel pays, mais pas d'inculpation d'autres pays, pourquoi il n'y a jamais eu d'inculpation des Américains pour ce qui a été fait en Afghanistan, où la Cour pénale internationale a la compétence, c'est très simple, c'est la politique. Pourquoi il n'y a jamais eu d'inculpation contre les Britanniques pour torture qui a eu lieu en Irak après la guerre de 2003? C'est très simple, c'est la politique. Alors, vous, dans vos cours, vous allez toucher sur tous ces sujets, mais la direction que va prendre le système de droit au niveau international, comme le système de droit au niveau national, on le voit aux États-Unis de nos jours, on le voit partout dans tous nos pays, c'est lié au système de pouvoir, c'est lié à la politique, toujours, mais à quel degré et comment? Ça, c'est les questions pour vous dans vos études. Il y a eu une question sur la justice au niveau local, et je dois dire que ça, c'est vraiment important. J'ai mentionné déjà le Rwanda et le système des gacaca, mais quand j'ai lancé le livre 38 rue de Londres, au mois d'avril, j'ai été invité aux Pays-Bas et j'ai donné 2 conférences à La Haye. Et après une de ces conférences, il y a une femme qui est venue vers moi qui m'a dit qu'elle était juriste dans un tribunal de La Haye et elle gérait la cellule de crime international devant le tribunal de La Haye. Et j'ai posé la question, mais ça existe vraiment? Vous avez une cellule? Vous avez tellement d'affaires? Elle m'a dit, oui, vous serez vraiment étonné. Et en fait, c'est un aspect que nous, les universitaires en droit international et en droit pénal international, on a tendance à regarder les grands animaux, la Cour pénale internationale, et d'exclure de nos recherches ce qui se passe au niveau local, qui est souvent encore plus important. Et je pense que vous, dans vos études, dans vos recherches, c'est vraiment très important, parce que finalement, c'est là, au niveau local, au niveau de droit interne, que la justice sera faite. Ce n'est pas au niveau international. Il y aura toujours seulement un petit nombre de procès et de actes au niveau international. C'est absolument, pour moi, au niveau de droit interne et de droit local, que les choses les plus intéressantes ont souvent lieu, mais on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas d'articles dans les grands journaux, il y a pas, les grands journaux, c'est un peu comme le génocide. Si un président américain dit ah oui, dans un tel endroit, il y a un génocide, tous les journaux, c'est sur la première page. Si un président américain dit crime de guerre, crime contre l'humanité, personne n'en parle. Et les procès au niveau de droit interne
locale. Il n'y a presque rien dans les journaux, mais c'est d'une grande importance. Alors merci pour cette question. Il y avait donc la question aussi sur la politique et le droit. Je pense que j'ai déjà touché sur ça. Il y avait une question intéressante, aussi toutes les questions sont intéressantes, sur le droit international comme une lecture sur la vie morale. Oui, c'est ma perspective, absolument. Et je peux donner comme exemple l'histoire du procès Pinochet, dont j'ai écrit récemment dans 38 rue de Londres. Pinochet est arrêté à Londres pour crimes internationaux, suite à la demande d'un juge espagnol, Garzón, Baltasar Garzón, qui dit « Cet homme a commis des actes de crimes internationaux, nous avons compétence en Espagne, on veut qu'il soit extradé chez nous. » Absolument, il y a une base juridique, aucun problème. Compétence universelle pour crimes internationaux. Et au niveau moral, moi je me suis toujours posé la question, et dans le livre, je fais référence à tout ça, même si l'Espagne avait le droit d'ouvrir une procédure contre Pinochet, quel était le droit moral d'un État qui n'a jamais jugé ses propres crimes dans la période de Franco, jamais, aucun procès, rien, de juger les crimes d'un autre. Là, il y a vraiment un problème. Et pour plein de gens au Chili qui étaient contre Pinochet, surtout des gens de la gauche, l'idée que l'ex-puissance coloniale, l'Espagne, exerce une compétence sur le président, sur l'ex-président du Chili, pour des crimes commis en Chili, un pays, l'Espagne, qui n'a jamais exercé compétence sur ses propres crimes, c'est une horreur. C'est une horreur. Et ça, on doit ouvrir la porte là-dessus et se poser la question, même s'il y a une compétence juridique, est-ce qu'il y a une compétence morale? Et finalement, comme vous allez peut-être lire dans le livre, Pinochet est retourné tôt au Chili. Mais le contexte de ce retour en mars 2000 était qu'il y a eu un accord entre les Chiliens et les Britanniques. Et l'accord disait que si M. Pinochet rentre en Chili, on doit enlever son immunité. Ça, c'était l'aspect principal de l'accord secret entre les Britanniques et les Chiliens. Il n'y a jamais eu de procès en Chili avant 2000 sur les crimes de la dictature de Pinochet, mais avec son retour, les portes sont ouvertes. Et donc, la question de savoir est-ce que c'était un échec que Pinochet rentre au Chili plutôt qu'il parte en Espagne, c'est très complexe comme question, mais c'est une question qui tombe non seulement sur la légalité, mais aussi, à mon avis, sur la moralité. Et il y a absolument un lien entre ces aspects. Juste, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être plus attentif? Il reste quelques minutes. Il y a un bourdonnement dans la salle. Le Myanmar, c'est une très grande question. C'est vraiment complexe. Et je dois dire que j'ai du mal à vraiment maîtriser exactement ce qui se passe. C'est clair que le Rohingya continue à être une communauté visée par plein de personnes au Myanmar parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont musulmans. C'est très simple. Et une très grande partie de la population, mais pas la totalité de la population, a quitté le Myanmar et se trouve maintenant au Bangladesh dans des camps de réfugiés. La Cour internationale de justice va siéger dans cette affaire à partir du 12 janvier 2026. Il y aura un procès qui va durer 3 semaines sur la question de génocide ou non. Et ce procès va sûrement traiter aussi sur cette question, parce que le gouvernement de Myanmar qui participe dans le procès va argumenter que c'est fini, il n'y a plus de génocide, il n'y a jamais eu de génocide, et en fait le problème est créé non pas par l'armée du Myanmar, le Tatmadaw, mais par l'armée Arakan. Alors on va sûrement entendre plein de choses
là-dessus. Désolé que je ne peux pas aller plus loin. Et finalement, la question sur la Cour européenne des droits de l'homme. Grand jugement de la Cour européenne dans une affaire contre la Suisse qui a statué que oui, il y a une responsabilité de la Suisse pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne le traitement de certaines personnes âgées en matière de changement climatique. C'est une ouverture de la porte du lien entre les droits de l'homme et le droit de l'environnement, et c'est une porte qui va s'ouvrir, je pense, sûrement au niveau du droit interne dans les années qui viennent, et ça sera pour vous, je pense, et votre génération, un aspect du droit au niveau interne et international d'un très grand intérêt. Je vous remercie vraiment pour vos questions. Merci, c'est nous qui vous remercions très chaleureusement. Donc, cette séance est terminée et rendez-vous dès lundi matin pour le démarrage de vos cours. Demain, rendez-vous demain. Pardon. Restitution des arts oratoires, formation à la médiation et présentation de votre conseil de la vie du campus. À demain. Merci beaucoup, cher Monsieur Sands. Merci, Jeanne.